Elle se bouchait le nez et m'insultait à chaque fois qu'elle voyait mon mari. Ton mari pue le poisson pourri, disait-elle. Mais quand son génie de mari a tout perdu, elle a dû se mettre à genoux devant ce pêcheur puant, ignorant qu'il était secrètement le propriétaire de tout ce port. Ton mari pue le poisson pourri, Odile. Fais quelque chose, par pitié. Cette phrase, ma sœur Clarisse me l'a crachée au visage tant de fois que je pensais ne plus jamais pouvoir l'entendre sans ressentir une boule de honte dans l'estomac. Elle accompagnait toujours ses insultes de ce geste théâtral, pinçant son nez parfaitement refait entre son pouce et son index manucuré, comme si la simple présence de mon mari, Basile, allait la contaminer par une maladie mortelle. Elle nous regardait de haut, du haut de ses talons loup-boutin et de sa vie parisienne dorée, persuadée que nous n'étions que des déchets au bas de l'échelle sociale. Mais ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que le destin a un sens de l'humour très particulier. Et parfois, très cruel. Je ne savais pas encore que le génie financier qu'elle avait épousé allait bientôt transformer sa vie de rêve en cauchemar absolu. Et je n'aurais jamais imaginé que celle qui se bouchait le nez en nous voyant finirait, quelques mois plus tard, à genoux dans la boue, suppliant ce même pêcheur puant de lui sauver la vie. Préparez-vous, car ce qui va suivre est l'histoire d'une vengeance que je n'ai pas cherchée, mais que la vie m'a servie sur un plateau d'argent. Avant de vous raconter comment ma propre sœur a fini par ramper devant mon mari, j'aimerais savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos messages, cela me donne l'impression que nous sommes une grande famille réunie autour du feu. Tout a commencé lors du 35e anniversaire de mariage de nos parents. C'était il y a environ 1 an. Ma mère, Bernadette, et mon père, Régis, avaient insisté pour organiser une fête grandiose dans un restaurant étoilé près des Champs-Élysées. Pour eux, l'apparence était tout. Il fallait montrer au monde et surtout à leur cercle d'amis retraités bourgeois que la famille réussissait. Basile et moi avions fait la route depuis le Guilvinec, en Bretagne. 6 heures de route sous une pluie battante, dans notre vieille berline fiable mais fatiguée. Nous étions arrivés un peu en retard à cause des embouteillages monstres à l'entrée de Paris. Basile portait son meilleur costume. Ce n'était pas du Armani, c'était un costume simple, gris anthracite, qu'il mettait pour les mariages et les enterrements. Il s'était lavé, frotté, astiqué. Il sentait le savon de Marseille et la brise marine. Mais pour ma famille, cela ne suffisait jamais. Dès que nous avons franchi la porte du salon privé, les têtes se sont tournées. Mais ce n'étaient pas des sourires accueillants. C'était Clarisse. Elle était là, rayonnante dans une robe Dior vert émeraude qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. À ses côtés, Tancrède, son mari, arborait ce sourire suffisant qui ne quittait jamais son visage, un verre de champagne à la main. À peine nous étions-nous approchés pour saluer que Clarisse a fait un bond en arrière, sortant un mouchoir en soie de sa pochette pour se couvrir le nez et la bouche. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle, assez fort pour que les serveurs se figent. « Odile, tu aurais pu prévenir. On dirait que vous avez ramené toute la marée basse avec vous. » Le silence dans la pièce fut instantané et pesant. Mon père, Régis, fronça les sourcils, visiblement embarrassé non pas par la grossièreté de Clarisse, mais par notre présence. « Clarisse a raison », grommela-t-il en ajustant sa cravate. « Basile, mon garçon, je sais que c'est ton métier, mais, bon sang, on est dans un établissement de prestige ici. » Ça fait, négligé. Je sentis mes joues s'enflammer. Basile a pris une douche, papa. Il ne sent rien. C'est dans votre tête. Tancrède éclata de rire. Un rire sec, métallique. Il s'approcha de Basile, lui donnant une tape condescendante sur l'épaule, prenant bien soin de ne pas trop toucher le tissu de sa veste. « Allons, allons, ne nous fâchons pas, dit Tancrède avec cette voix mielleuse que je détestais. C'est l'odeur de l'argent, n'est-ce pas Basile? Enfin, de l'argent durement gagné. Pas comme le mien. » Il leva son poignet pour exhiber une montre Patek Philippe en or rose, qui brillait sous les lustres en cristal. « Tu vois ça, Basile ?» continua-t-il, s'adressant à mon mari comme on parle à un enfant simplet. « Ce matin, avant le petit déjeuner, j'ai shorté une crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle. En 3 clics, j'ai gagné 50 000 euros. 50 000. Combien de mois, ou d'années,
dois-tu passer à te geler les mains dans l'eau glacée pour gagner ça? Ma mère gloussa, regardant son gendre avec adoration. Tancrède est un génie, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il est l'avenir de cette famille. Je regardais Basile. Il n'avait pas bougé. Son visage, tanné par le soleil et le vent de l'Atlantique, restait impassible. Ses mains, larges, calleuses, marquées par des années de travail physique, reposaient calmement le long de son corps. Il ne semblait pas touché. Ou peut-être avait-il l'habitude. L'argent virtuel part aussi vite qu'il vient, Tancrède, répondit Basile d'une voix calme et posée, sa voix grave contrastant avec les piaillements aigus de ma famille. Le poisson, au moins, nourrit les gens. Clarisse leva les yeux au ciel et sortit un flacon de parfum de son sac, vaporisant un nuage de Chanel numéro 5 dans l'air, juste devant le visage de mon mari. Arrête avec ta philosophie de comptoir, Basile, dit-elle en agitant la main pour disperser le parfum. Essaie juste de ne pas toucher la nappe. Maman a dit que c'est de la soie sauvage, et avec tes mains râpeuses, tu vas tout accrocher. Allez, asseyez-vous au bout de la table, là-bas, près de la ventilation. J'étais sur le point d'exploser. Je voulais crier, renverser la table, leur dire à quel point ils étaient vides et cruels. Je saisis le bras de Basile, prête à partir. On s'en va, murmurai-je. Mais Basile posa sa main sur la mienne. Sa paume était chaude, rugueuse, rassurante. Il me regarda dans les yeux et me fit un tout petit signe de tête négatif. Non, me chuchota-t-il. C'est l'anniversaire de tes parents. Nous restons. Leur honte leur appartient, Odile. Pas à nous. Nous sommes restés. Nous avons mangé en silence au bout de la table, supportant les regards en coin et les chuchotements. Je ne savais pas alors que ce dîner serait le dernier moment de triomphe de Clarisse et Tancrède. Je ne savais pas que le compte à rebours avait déjà commencé. Et surtout, je ne savais pas à quel point la chute serait brutale. Pour comprendre pourquoi je supportais tout cela, il faut que vous sachiez d'où je viens. Il y a 5 ans, j'étais exactement comme eux. Ou du moins, j'essayais de l'être. À 29 ans, j'étais directrice marketing dans une grande agence de publicité parisienne. Je gagnais très bien ma vie, je portais des tailleurs stricts, je buvais des cafés à 8 € et je courais après le métro, le temps et une reconnaissance qui ne venaient jamais. J'avais tout pour réussir, selon les critères de mes parents. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Je faisais des crises d'angoisse tous les dimanches soirs. Je prenais des somnifères pour dormir et des excitants pour me réveiller. Puis, le burn-out a frappé. Viol. Brutal. Un matin, je ne pouvais plus me lever. Mon médecin m'a ordonné de tout couper. Partez, m'avait-il dit. Allez voir la mer, allez voir le vide, sinon vous allez craquer définitivement. C'est comme ça que j'ai atterri au Guilvinec, en Bretagne. Je cherchais le silence. J'ai trouvé Basile. Il n'avait rien à voir avec les hommes que je fréquentais à Paris. Il parlait peu. Il écoutait beaucoup. Il ne cherchait pas à m'impressionner avec des citations de Nietzsche ou des prévisions boursières. Il m'a appris à regarder la marée, à sentir le vent tourner, à respecter la force brute de la nature. Avec lui, j'ai réappris à respirer. J'ai troqué mes talons aiguilles contre des bottes en caoutchouc, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vivante. J'ai tout quitté pour lui. J'ai démissionné, vendu mon appartement parisien et je me suis installée dans sa vieille maison en pierre, face à l'océan. Pour mes parents et Clarisse, c'était une trahison impardonnable. J'étais devenue la folle, la bouseuse, la honte de la famille. Quelques mois après ce fameux dîner d'anniversaire catastrophique, Clarisse et Tancrède ont décidé de faire un tour en Bretagne. Ils ne venaient pas pour nous voir, bien sûr. Ils faisaient un road trip gastronomique et notre maison se trouvait malheureusement sur leur chemin. Lorsqu'ils sont entrés dans notre maison, une bâtisse traditionnelle en granit du 19e siècle que j'adorais, Clarisse a failli avoir une attaque. « Mon Dieu, Odile !» dit-elle en entrant sans s'essuyer les pieds. « C'est rustique. On dirait une grotte. Comment peux-tu vivre ici sans climatisation centrale ? On ouvre les fenêtres, Clarisse. » C'est l'air marin, répondis-je en essayant de garder mon calme. Elle s'assit sur le bord d'une chaise en bois, refusant de s'adosser.
Je suppose que tu n'as pas d'eau minérale en bouteille de verre, demanda-t-elle. Je ne peux pas boire l'eau du robinet ici, j'ai peur des bactéries. Avec tous ces poissons morts dans le port. L'eau est parfaitement potable, répliqua Basile, qui rentrait tout juste du port, encore vêtu de son pull marin en laine bleue. Tancrède ricana en regardant par la fenêtre, observant le jardin potager que j'entretenais avec amour. Sérieusement, Odile, lança-t-il sans même se retourner. Regarde-toi. Tu as 34 ans, tu es intelligente, tu as fait de grandes écoles. Et tu finis, fermière? À faire pousser des carottes et à attendre un mari qui sent la vase? Tu ne te sens pas gâchée? Je me suis figée, le couteau de cuisine à la main. Cette phrase m'a transpercé plus fort que n'importe quelle insulte. Ils ne voyaient pas mon bonheur, ils ne voyaient que leur propre reflet déformé. Et vous? Si votre propre famille venait chez vous pour critiquer chaque aspect de votre vie, vos choix, votre conjoint, que feriez-vous? Les mettriez-vous à la porte immédiatement, ou subiriez-vous en silence pour la paix des familles? Dites-moi ce que vous feriez à ma place dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop patiente. Je n'ai pas répondu ce jour-là. J'ai avalé ma salive, j'ai servi le café dans mes tasses en céramique ébréchée, et j'ai écouté Clarisse se plaindre que l'air salin allait abîmer son brushing. Si seulement j'avais su pourquoi Tancrède regardait notre côte avec autant d'insistance. Il ne regardait pas le paysage. Il regardait une opportunité. Et il s'apprêtait à essayer de nous détruire. La visite de courtoisie a rapidement pris une tournure beaucoup plus sinistre. Après avoir fini son café, qu'il a jugé trop amer, Tancrède a posé sa mallette en cuir italien sur notre table de cuisine en chêne massif. Le bruit sec du verrou qui s'ouvre a résonné comme un coup de feu. Il en a sorti des plans architecturaux grand format et les a étalés sans demander la permission, recouvrant le vase de fleurs sauvages que j'avais cueilli le matin même. Bon, assez de politesse, dit Tancrède, son visage changeant instantanément pour adopter ce masque de requin d'affaires. Basile, Odile, regardez ça. C'est l'avenir. Je me suis penchée. C'était une maquette 3D hyper réaliste. Je reconnaissais la forme de la côte, la jetée, le phare. Mais tout le reste avait disparu. Les hangars de pêcheurs, les bateaux colorés, les maisons traditionnelles. Tout avait été remplacé par des structures de verre et d'acier, des piscines à débordement, et surtout, une immense marina remplie de yachts de luxe. Le projet Horizon Bleu, annonça fièrement Tancrède. Un complexe hôtelier 6 étoiles et une marina privée pour la clientèle ultra riche. Je représente le fonds d'investissement qui va financer ça. Nous allons transformer ce trou à rats en le nouveau Saint-Tropez de l'Atlantique. Mon sang se glaça. Il pointait son doigt manucuré exactement là où se trouvait notre maison. Et là où se trouvaient les quais de travail de Basile. C'est notre port, balbutiai-je. C'est ici que travaillent des centaines de familles. C'est ici que nous vivons. Tancrède haussa les épaules, comme s'il chassait une mouche. C'est du passé, Odile. Le monde change. La pêche artisanale, c'est fini. C'est sale, ça pue, ça rapporte rien. L'avenir, c'est le tourisme de luxe. Il se tourna vers Basile, un sourire prédateur aux lèvres. Écoute-moi bien, l'ami. Je sais que tu as ton petit bateau et tes habitudes. Mais ce projet est soutenu par des gens très puissants à Paris. Le maire est déjà dans ma poche. Les permis de construire sont en cours de validation. Bientôt, une nouvelle réglementation environnementale va interdire les activités polluantes et malodorantes près de la zone résidentielle. Autrement dit, tes chalutiers qui puent le gazole et le poisson? Interdit. Basile resta immobile, ses yeux gris fixés sur les plans. Il ne montrait aucune peur, aucune colère. Juste une attention intense. Tu es venu chez moi pour me dire que tu vas me mettre au chômage, demanda Basile calmement. Je suis venu te sauver, s'exclama Tancrède en riant. Je te fais une fleur parce que tu es le mari de ma belle-sœur. Vends ton bateau maintenant, tant qu'il vaut encore le prix de la ferraille. Et cette maison, on peut s'arranger pour te la racheter avant l'expropriation. Tu pourras t'acheter un petit appartement en banlieue de Rennes. Tu feras vigile ou jardinier, c'est plus de ton niveau. Clarisse, qui s'était refait les ongles pendant ce temps,
intervint sans lever la tête, tu devrais le remercier, Basile. Tancrède essaie de te civiliser. Imagine, tu n'auras plus à rentrer chez toi en sentant la charogne tous les soirs. Odile te remerciera. La colère montait en moi, une vague chaude et violente. Sortez, dis-je, la voix tremblante. Sortez de chez nous. Maintenant. Tancrède replia ses plans lentement, avec un sourire méprisant. On s'en va. De toute façon, ça sent le moisi ici. Mais réfléchis bien, le pêcheur. Je te donne un conseil d'expert, ne te mets pas en travers de la route d'un bulldozer financier. Je vais raser ce port, et je vais raser ta petite vie minable avec. Il se dirigea vers la porte, Clarisse sur ses talons. Juste avant de sortir, Basile parla. Sa voix était basse, comme le grondement du tonnerre au loin. Tancrède. L'autre se retourna. Tu veux construire du béton sur du granit, dit Basile. Mais tu oublies une chose. La mer décide toujours qui reste et qui part. Et ici, la mer ne pardonne pas aux arrogants. Poète et chômeur, ricana Tancrède. Adieu, les bouseux. Ils partirent dans leur SUV de location rutilant, soulevant la poussière. Je me tournai vers Basile, les larmes aux yeux. Ils peuvent vraiment faire ça? Nous chasser? Basile me prit dans ses bras. Il sentait le sel et la force tranquille. Il marche sur de la glace fine, Odile. Et il pense que c'est du béton armé. Laisse-le faire. La chute n'en sera que plus spectaculaire. Je ne comprenais pas son calme. Mais j'avais tort de douter. Basile savait des choses que j'ignorais. 3 mois. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le château de cartes de Tancrède s'effondre. Pendant ces 3 mois, Clarisse postait quotidiennement des photos sur Instagram, voyage aux Maldives, nouveau sac Hermès, soirée VIP. La légende était toujours la même, #SuccessLife, #CryptoKing, #TooBlessedToBestressed. Ils vivaient comme des rois, dépensant de l'argent qu'ils n'avaient pas encore gagné, persuadés que la source était intarissable. Mais la réalité financière est une maîtresse cruelle. Tout a commencé par une rumeur aux informations, un krach soudain sur le marché des crypto-monnaies spéculatives et l'éclatement d'une bulle immobilière virtuelle. Je n'y ai pas prêté attention, occupé à aider Basile avec la comptabilité de sa pêche. Puis, le téléphone a sonné. Il était 2 heures du matin. Quand le téléphone sonne à cette heure-là, ce n'est jamais pour annoncer une bonne nouvelle. J'ai décroché, le cœur battant. Odile? Odile, c'est maman. La voix de ma mère était méconnaissable. Elle ne parlait pas, elle hurlait, entrecoupée de sanglots hystériques. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Papa va bien? Ils sont là. Ils sont là, Odile. Les huissiers, la police, ils ont mis des scellés sur la porte. Ton père a fait un malaise, l'ambulance vient de partir. Je réveillai Basile d'un coup de coude. On doit aller à Paris. Maintenant. Sur la route, alors que Basile conduisait à toute vitesse à travers la nuit noire, j'ai appris des bribes de vérité par des messages paniqués de Clarisse. Ce n'était pas juste un mauvais investissement. C'était une catastrophe nucléaire. Le fonds d'investissement de Tancrède était une vaste escroquerie, une pyramide de Ponzi sophistiquée. Il avait parié sur des projets inexistants. Mais le pire n'était pas là. Tancrède, dans son arrogance infinie, avait cru pouvoir se refaire après les premières pertes. Il avait imité la signature de mon père pour hypothéquer la maison familiale, la villa que mes parents avaient mis 40 ans à payer. Il avait récupéré 1 million d'euros qu'il avait immédiatement perdu en quelques heures de trading compulsif. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait emprunté 500 000 euros à des investisseurs privés de Marseille. Des gens qu'on ne rembourse pas avec des excuses, mais avec du sang. Au total, le trou béant était de 2,5 millions d'euros. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'aube, l'ambiance était funèbre. Mon père était en soins intensifs, son cœur fragile n'ayant pas supporté le choc de voir sa maison saisie. Ma mère était assise dans le couloir, voûtée, vieillie de 10 ans en une nuit. Et dans un coin, Tancrède. Le génie. Il était assis par terre, la tête entre les mains, sa chemise de marque déchirée au col, ses cheveux en bataille. Il tremblait.
Clarisse faisait les 100 pas, son maquillage coulant sur ses joues, ses ongles rongés jusqu'au sang. En me voyant, elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est jetée sur moi avec une férocité que je ne lui connaissais pas. « Tu dois nous aider » cria-t-elle, me secouant par les épaules. « C'est de ta faute si on n'a pas vu les signes, tu n'étais jamais là. »« De ma faute » répétai-je, abasourdi. « Clarisse, tu délires ? Tu as de l'argent, toi, continua-t-elle. Tu as cette maison en pierre, tu as le bateau de Basile. Vendez tout. Tout de suite. » Je reculai, heurtant le torse solide de Basile. Quoi ? Les créanciers de Marseille, ils ont donné 48 heures à Tancrède, pleurnicha ma mère en levant son visage baigné de larmes. Sinon, ils ont dit qu'ils allaient lui briser les jambes. Et peut-être pire. Odile, ma chérie, tu ne peux pas laisser ton beau-frère mourir. Il faut vendre tes biens en Bretagne. Je restai bouche bée, incapable de traiter l'information. Ma propre famille, ceux-là même qui avaient passé des années à cracher sur ma vie, à humilier mon mari, à traiter ma maison de grotte et mon existence de gâchis, me demandaient maintenant de sacrifier tout ce que j'avais construit pour sauver la peau de celui qui nous avait menacés quelques mois plus tôt. Vous êtes sérieux ? Demandai-je, ma voix montant dans les aigus. Vous voulez que je vende ma maison ? Que je vende l'outil de travail de mon mari ? Pour payer les dettes de jeu de Tancrède ? Ce ne sont pas des jeux, hurla Clarisse. C'est de la finance. Il a juste manqué de chance. Et de toute façon, ta vie là-bas ne vaut rien. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Tu vis déjà comme une pauvresse. Que tu sois locataire ou propriétaire, c'est pareil pour des gens comme vous. Mais Tancrède ? Tancrède a un avenir. Il a juste besoin d'un nouveau départ. La cruauté de ces mots me coupa le souffle. Même au bord du gouffre, elle continuait de penser que sa vie valait plus que la mienne. Que mon sacrifice était naturel, car j'étais inférieur. Mon père, qui venait d'être transféré en chambre normale, murmura d'une voix faible, « Odile, sois raisonnable. Ta sœur a raison. Basile peut travailler comme matelot sur le bateau d'un autre. Il a l'habitude de la dureté. Mais Tancrède, c'est un intellectuel. Il ne survivra pas en prison ou face à ses voyous. Fais-le pour la famille. » Pour la famille, répétai-je, les larmes de rage me brûlant les yeux. Quelle famille ? Celle qui se bouche le nez quand mon mari entre dans une pièce ? Celle qui voulait raser notre maison pour faire un parking à yacht ? Tancrède leva enfin la tête. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang. Arrête de faire ta victime, Odile. On parle de ma vie, là. J'ai besoin de 500 000 € tout de suite pour calmer les Marseillais. Ta baraque et le rafio de ton mari doivent bien valoir ça. Allez, signe une procuration. Je connais un notaire qui peut accélérer la vente. L'audace. L'incroyable, l'absolue audace. Ils me commandaient encore. Je m'apprêtais à leur dire d'aller au diable. À leur dire que je préférais brûler ma maison moi-même plutôt que de leur donner un centime. Mais Basile s'avança. Il posa sa main lourde sur mon épaule pour me calmer. Puis il se tourna vers Tancrède. Sa présence remplit la petite chambre d'hôpital, éclipsant tout le monde. Donc, si je comprends bien, dit Basile d'une voix calme, presque effrayante. Tu vaux 2,5 millions de dettes. Tu as mis tes beaux-parents à la rue. Et maintenant, tu veux prendre le toit de ma femme. C'est un prêt familial, Queen Tancrède. Je vous rembourserai quand je me referai. Tu ne te referas jamais, trancha Basile. Tu es un joueur compulsif et un incompétent. Clarisse bondit. Ne parle pas de lui comme ça. Qui es-tu pour juger ? Un simple pêcheur qui pue là. Silence. Le cri de Basile fit trembler les murs. Clarisse se figea, la bouche ouverte. C'était la première fois en 5 ans qu'il élevait la voix. Je peux régler ça, dit Basile. Tout le monde se tut. Tancrède écarquilla les yeux. Quoi ? Tu connais quelqu'un qui prête de l'argent ? Je n'ai pas dit que je connaissais quelqu'un. J'ai dit que je peux régler ça. Basile sortit son vieux téléphone, un modèle incassable de chantier, et composa un numéro. Il mit le haut-parleur.
Maître Kerwen? Oui, c'est Basile. Préparez la liquidation du fonds de réserve numéro 4. Oui, l'intégralité. Virement immédiat sur le compte séquestre pour rachat de créances. Je vous envoie les détails. Il raccrocha. Le silence dans la chambre était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Le fonds de réserve, numéro 4, bégaya Tancrède. De quoi tu parles? Basile croisa les bras. Il les regarda un par un. Mon père, ma mère, Tancrède, et enfin Clarisse. Je vais payer vos 2,5 millions. Je vais racheter la maison de tes parents pour qu'ils ne finissent pas sous un pont. Et je vais payer les Marseillais pour qu'ils oublient ton nom. Clarisse éclata d'un rire nerveux, hystérique. C'est une blague? Tu as gagné au loto? Ou tu as vendu combien de tonnes de sardines pour avoir ça? Ce n'est pas une blague, dit Basile. Mais j'ai 3 conditions. Et elles ne sont pas négociables. Tout ce que tu veux, cria Tancrède. Je te signe une reconnaissance de dette, Je ne veux pas de ta signature, elle ne vaut rien, coupa Basile. Première condition, la maison de tes parents est mise au nom d'Odile. Immédiatement. D'accord, acquiesça mon père. Deuxième condition, toi, Tancrède, et toi, Clarisse, vous venez travailler pour moi au Guilvinec pendant 1 an. Au salaire minimum. Logé, nourri, mais vous travaillerez chaque jour pour rembourser votre dette morale. Si vous manquez un seul jour, j'arrête les paiements et je donne votre nouvelle adresse aux Marseillais. Clarisse devint blême. Travailler, pour toi? Faire quoi? Tu verras. Et enfin, la 3e condition. Basile se tourna vers Clarisse. Son regard était dur comme l'acier. L'air dans la pièce devint électrique. Basile fit un pas vers Clarisse. Elle recula jusqu'à heurter le mur. La 3e condition te concerne directement, Clarisse, dit-il doucement. Quoi? Demanda-t-elle d'une voix aiguë. Depuis le jour où j'ai rencontré ta sœur, tu n'as cessé de m'humilier. Tu as insulté mon métier, ma maison, mon odeur. Tu t'es bouché le nez en ma présence comme si j'étais une ordure. Tu as traité ma femme de ratée parce qu'elle a choisi une vie simple. Basile pointa le sol, juste devant ses bottes en cuir un peu usées. Je veux que tu te mettes à genoux. Ici, maintenant. Clarisse écarquilla les yeux, horrifiée. Jamais. Tu es malade. Je ne m'abaisserai jamais devant toi. Tu préfères t'abaisser devant les hommes de main de Marseille quand ils viendront chercher ton mari? Demanda Basile calmement. Je peux partir maintenant. Je garde mon argent. Et je vous laisse gérer. Il fit mine de se tourner vers la porte. Non. Attends, hurla Tancrède. Il se tourna vers sa femme, le visage déformé par la panique. Le téléphone de Tancrède se mit à vibrer dans sa poche. Un numéro masqué. Il savait qui c'était. Clarisse, fais-le, supplia Tancrède. Tu plaisantes, cracha-t-elle. Devant lui? Devant Odile? C'est un bouseux. Paf! Le bruit de la gifle résonna comme un coup de fouet. Tancrède venait de frapper Clarisse. C'était la fin de leur façade de couple parfait. Fais le putain. Ils vont me tuer. Tu veux être veuve? Fais ce qu'il dit, hurla Tancrède, la bave aux lèvres. Clarisse porta la main à sa joue, choquée. Elle regarda ses parents pour du soutien. Ma mère détourna le regard, honteuse. Mon père fixait le plafond. Personne ne l'aiderait. Elle était seule face à son orgueil. Lentement, très lentement, ses jambes fléchirent. Je voyais la lutte intérieure, la haine pure qui brûlait dans ses yeux, combattue par la terreur. Sa robe Dior froissa lorsqu'elle toucha le linoléum froid et sale de l'hôpital. Elle se mit à genoux devant Basile. Enlève ta main de ton visage, ordonna Basile. Arrête de protéger ton nez. Respire. Elle laissa tomber sa main. Elle tremblait de tout son corps. Maintenant, excuse-toi. Pas auprès de moi. Auprès d'Odile. Pour toutes les fois où tu lui as fait sentir qu'elle était moins que rien. Clarisse tourna son visage ravagé vers moi. Des larmes noires de mascara coulaient sur ses joues. Pardon, Odile, murmura-t-elle.
C'était à peine audible. Plus fort, dit Basile. Pardon, cria-t-elle en sanglotant. Pardon d'avoir été une garce. Pardon. Et pour mon mari, demandai-je, trouvant enfin ma voix. Je ne ressentais pas de joie, juste une immense tristesse de voir ma sœur réduite à ça, mais aussi un sentiment de justice implacable. Clarisse inspira profondément. Elle était si près de Basile qu'elle pouvait sentir l'odeur de ses vêtements. Et contrairement à ses fantasmes, il ne sentait pas le poisson pourri. Il sentait le propre, le savon, et quelque chose d'autre, l'odeur de l'autorité. Pardon, Basile, dit-elle, la tête basse. Pardon d'avoir dit que tu puais. Pardon de t'avoir jugé. Basile la regarda un instant, sans triomphe, juste avec une gravité solennelle. Lève-toi, dit-il. Ce n'est pas à moi que tu dois prouver ta valeur. C'est à toi-même. Le vrai travail commence lundi. Préparez vos valises. On rentre en Bretagne. Le voyage de retour vers la Bretagne fut silencieux. Clarisse et Tancrède étaient assis à l'arrière de notre voiture, écrasés par l'humiliation et la peur de l'inconnu. Ils s'imaginaient sans doute devoir dormir dans notre grange ou nettoyer notre petite barque de pêche. Lundi matin, à 5 heures, Basile les réveilla. En voiture. On va au travail. Ils montèrent, les yeux bouffis de sommeil. Basile conduisit vers le port du Guilvinec. Mais au lieu de se diriger vers les petits quais où sont amarrés les canots artisanaux, il tourna vers la zone industrielle sécurisée. Là où se trouvaient les immenses chalutiers hauturiers et les bâtiments administratifs en verre. « Tu t'es trompé de route ?» demanda Tancrède, confus. « Les petits bateaux sont de l'autre côté. » Basile ne répondit pas. Il s'arrêta devant l'imposant bâtiment principal, floqué du logo « Groupe L'Atlantique ». Le gardien à la barrière sortit immédiatement, salua militairement et ouvrit la grille. « Bonjour, monsieur le président » dit le gardien. Tancrède se figea. « Président ?» Basile gara la voiture sur la place réservée, direction générale. « Descendez, dit-il. » Nous sommes rentrés dans le hall. C'était une ruche d'activité. Des secrétaires couraient, des capitaines de navires discutaient devant des cartes satellites. En voyant Basile, tout le monde s'arrêta. Un respect immense, palpable, flottait dans l'air. « Bonjour monsieur Basile » lancèrent les employés avec déférence. Basile nous conduisit dans son bureau, au dernier étage, avec une vue panoramique sur tout le port y compris la zone que Tancrède voulait raser. « Asseyez-vous » dit Basile en s'installant dans son fauteuil en cuir. Clarisse et Tancrède étaient en état de choc catatonique. Ils regardaient autour d'eux, incapables de comprendre. « Je ne suis pas juste un pêcheur » commença Basile. « Je suis pêcheur, oui, dans l'âme. Mais je suis aussi le PDG du groupe L'Atlantique. Nous possédons 40 chalutiers hauturiers, 3 usines de transformation, et nous exportons des fruits de mer dans toute l'Europe et en Asie. Je possède aussi 80% des terrains de ce port. » Il jeta un dossier sur la table devant Tancrède. C'était le dossier du projet Horizon Bleu. « Tu te souviens de ton projet de marina, Tancrède ? Tu voulais construire sur Mester. Le maire ne t'a jamais dit que c'était impossible parce qu'il n'osait pas te rire au nez. C'est moi qui signe les autorisations d'exploitation ici. » Tancrède devint livide. Il réalisa soudain l'immensité de son erreur. Il avait traité de « bouseux » un homme qui pesait probablement 50 fois plus que lui à son apogée. « Mais, pourquoi ?» balbutia Clarisse. « Pourquoi tu vis dans cette vieille maison ? Pourquoi tu t'habilles comme ça ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ? » « Parce que je me fiche de l'argent pour l'argent » répondit Basile. « L'argent est un outil, pas une identité. J'aime ma vieille maison. J'aime aller en mer. Et surtout, je voulais être sûr qu'Odile m'aimait pour moi, pas pour mon chéquier. » Il me regarda avec tendresse. Moi-même, j'étais stupéfaite. Je savais qu'il avait « réussi », qu'il gérait une coopérative, mais je n'avais jamais réalisé l'ampleur de son empire. Il avait gardé tout cela discret, gérant ses affaires avec humilité. « Odile m'a choisi quand elle pensait que je n'étais rien », continua Basile. « C'est pour ça qu'elle est la reine de tout ceci. Et vous ? » Son visage se durcit à nouveau. « Vous, vous n'avez vu que l'apparence.
Vous avez jugé le livre à sa couverture. Maintenant, vous allez apprendre à lire les pages. Tu vas nous donner un poste de direction, demanda Tancrède avec une lueur d'espoir. Avec mes compétences en finance, je pourrais t'aider à optimiser. Basile éclata de rire. Un rire franc et sonore. Toi? Gérer mon argent? Tu as ruiné ta propre famille. Non, Tancrède. Tu as une dette à payer. Et ici, on paie avec de la sueur. Il sortit 2 tenues de travail, des cottes en caoutchouc jaune, épaisses et lourdes. Clarisse, tu es affectée à l'usine de tri. Chaîne numéro 3, éviscération et nettoyage. Ça commence dans 10 minutes. Tancrède, tu es à la maintenance des cales. Tu vas récurer les fonds de bateau. Il faut enlever la graisse et les restes de poissons pourris. C'est physique, c'est sale, et ça paie le SMIC. C'est une blague, pleura Clarisse. Je ne peux pas faire ça. Mes mains. Tes mains ont signé ta dette, répondit Basile. Au travail. Ou j'appelle Marseille. Les premières semaines furent, pour employer un mot faible, un enfer absolu pour eux. Imaginez Clarisse, la femme qui ne sortait jamais sans son fond de teint et ses perles, debout 8 heures par jour sur une chaîne de production glaciale. L'odeur y était prenante, une odeur brute d'iode et de poisson cru. Elle devait prendre des poissons glissants, les ouvrir, vider les entrailles d'un geste sec, et les jeter dans le bac suivant. Le premier jour, elle a vomi 3 fois. Les ouvrières, des femmes robustes et fières qui travaillaient là depuis 20 ans, ne lui faisaient aucun cadeau. Elle savait qui elle était. Les rumeurs vont vite dans un port. Elle l'appelait « la princesse » et riait quand elle se coupait les doigts ou quand elle glissait sur le sol humide. Ses mains manucurées devinrent rouges, gercées, couvertes de petites coupures qui brûlaient au contact de l'eau salée. Ses cheveux, autrefois son orgueil, étaient constamment cachés sous une charlotte hygiénique ridicule. Le soir, elle rentrait dans le petit appartement de fonction que Basile leur avait prêté, et elle s'effondrait en pleurant, trop épuisée même pour manger. Tancrède ne s'en sortait pas mieux. Basile l'avait confiée au chef mécanicien, un géant breton nommé Loïc qui détestait les Parisiens paresseux. Tancrède passait ses journées pliées en 2 dans les cales des navires, à gratter la rouille et la crasse avec une brosse métallique, respirant les vapeurs de diesel. Plus vite, le génie, lui criait Loïc. La bourse attend pas, la marée non plus. Tancrède avait des ampoules grosses comme des pièces de monnaie sur les mains. Son dos le torturait. Il avait perdu sa superbe arrogance. Il n'était plus qu'une masse de douleur et de courbatures. Basile et moi les observions de loin. Parfois, j'avais pitié d'eux. Je demandais à Basile, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Mais Basile restait ferme. Le fer se forge dans le feu, Odile. Pour l'instant, ils ne font que subir. Ils n'ont pas encore changé. Regarde-les. Ils se plaignent encore. Ils pensent encore qu'ils sont victimes d'une injustice. Il avait raison. Même dans la boue, Clarisse et Tancrède gardaient cette lueur de mépris. Ils obéissaient par peur, pas par compréhension. Ils attendaient juste la fin de leur peine pour s'enfuir et nous maudire pour l'éternité. Au 3e mois, la pression devint trop forte. Tancrède craqua. Il vint me voir un soir en secret, alors que Basile était en réunion. Il avait maigri, ses yeux étaient cernés. Odile, je t'en supplie, prête-moi ta voiture. Juste pour une nuit. Pourquoi, demandai-je. Je ne peux plus. Je vais mourir ici. J'ai mis de côté quelques pièces détachées du chantier. Des pièces en cuivre. Je peux les vendre à Rennes et prendre un train pour la Belgique. Je disparaîtrai. Je laisserai Clarisse, elle s'en sortira mieux sans moi. Je le regardai avec dégoût. Tu vas voler mon mari? Et abandonner ta femme? Tu es vraiment pathétique, Tancrède. Je n'ai pas le choix. Je ne suis pas fait pour ça. Je refusai. Il partit en furie. Cette nuit-là, une tempête terrible s'abattit sur la côte. Le vent hurlait à 120 km/h. Vers 3 heures du matin, nous fûmes réveillés par la police du port. On a un problème. 2 personnes ont essayé de traverser la Grève à marée basse pour rejoindre la route nationale à pied. Ils sont coincés dans la vase. La marée monte.
C'était Tancrède et Clarisse. Ils avaient essayé de s'enfuir à pied avec leurs valises, ignorant que la baie du Guilvinec est un piège mortel pour ceux qui ne connaissent pas les marées. Basile ne posa aucune question. Il sauta dans ses bottes, prit son équipement de sauvetage et fonça dans la nuit. Je le suivis. Quand nous sommes arrivés sur la côte, c'était le chaos. Sous la lumière des projecteurs, on voyait 2 silhouettes minuscules au loin, enlisées jusqu'à la taille. L'eau montait vite, glaciale et noire. Les pompiers hésitaient à engager le canot à cause des rochers. Je y vais, dit Basile. Je connais ce chemin par cœur. Il s'attacha une corde à la taille et s'avança dans la boue mouvante, luttant contre le vent. Je regardais, le cœur serré, priant pour qu'il ne meure pas en essayant de sauver ceux qui avaient voulu le détruire. Il atteignit Tancrède en premier. Ce dernier hurlait de terreur, l'eau arrivant à sa poitrine. Basile le tira avec une force surhumaine, le libérant de la succion de la vase. Puis il attrapa Clarisse, qui était en état de choc, muette. Il les ramena sur la rive, un par un, épuisés, couverts de boue noire. Quand ils furent en sécurité sur le sable, grelottant, couverts de couvertures de survie, Tancrède leva les yeux vers Basile. Basile le regardait, haletant, mais sans colère. « Pourquoi ?» demanda Tancrède en claquant des dents. « Tu aurais pu nous laisser. La dette aurait été effacée. »« Parce qu'un capitaine n'abandonne jamais personne, » répondit Basile. « Même les rats de cale. » Ce soir-là, quelque chose se brisa en Tancrède. Pas ses os, mais son ego. Pour la première fois, il pleura. De vraies larmes de gratitude et de honte. Après l'incident de la tempête, l'atmosphère changea radicalement. Ils ne cherchèrent plus à s'enfuir. Ils avaient frôlé la mort, et ils devaient leur vie à ce pêcheur puant. Clarisse retourna à l'usine. Mais cette fois, elle ne se plaignait plus. Elle observait. Elle commença à parler aux autres femmes. Elle apprit leurs histoires, des femmes qui élevaient seules 3 enfants, des femmes dont les maris avaient péri en mer. Elle réalisa à quel point ses problèmes de manucure et de dîner mondains étaient futiles. Un jour, je suis passée à l'usine. J'ai vu Clarisse montrer à une nouvelle employée comment lever un filet de sole parfaitement. « Regarde, » disait-elle avec concentration. « Le couteau doit glisser le long de l'arête. Si tu forces, tu abîmes la chair. » Elle leva la tête et me vit. Elle sourit. Un vrai sourire, fatigué mais sincère. Elle n'avait pas de maquillage, ses cheveux étaient tirés en arrière, mais je ne l'avais jamais trouvée aussi belle. Aussi humaine. De son côté, Tancrède cessa d'essayer d'être le plus malin. Il se tut et écouta Loïc. Il découvrit qu'il avait un talent pour l'organisation logistique. Il commença à suggérer des améliorations pour le rangement des pièces détachées, non pas pour se faire valoir, mais pour aider l'équipe à finir plus tôt. Le moment clé survint au 10e mois. Une livraison urgente devait partir pour l'Espagne, mais le système informatique tomba en panne. C'était la panique. Tancrède intervint. Il ne paniqua pas. Il prit un papier et un crayon, et grâce à sa mémoire phénoménale des chiffres, celle-là même qui servait à la bourse, il réorganisa manuellement tout le chargement en un temps record. « Eh ben, » dit Loïc en lui tapant dans le dos, une tape amicale cette fois. « T'as peut-être pas de muscles, le Parisien, mais t'as un cerveau qui marche. » Tancrède rougit de plaisir. C'était la première fois de sa vie qu'il recevait un compliment pour un travail concret, utile à la communauté, et non pour une spéculation abstraite. Ce soir-là, nous avons dîné tous les 4. Basile avait préparé des fruits de mer grillés. Clarisse prit une langoustine avec ses doigts abîmés. Elle ne demanda pas de rince-doigts. Elle la décortiqua et la mangea avec appétit. « C'est délicieux, » dit-elle. « Je n'avais jamais réalisé que le poisson avait ce goût-là quand il est vraiment frais. »« C'est le goût de l'effort, Clarisse, » dit Basile en lui versant du vin. « Tout a meilleur goût quand on a travaillé pour l'avoir. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Je sais maintenant. Je sais pourquoi tu aimes ça, Odile. C'est dur, mon Dieu que c'est dur, mais c'est vrai. Il n'y a pas de mensonge ici. » L'année de servitude toucha à sa fin. C'était un matin de septembre, l'air était vif et le ciel d'un bleu éclatant. Mes parents sont venus nous rendre visite pour marquer la libération, comme mon père l'appelait au téléphone.
Ils s'attendaient à retrouver leurs enfants brisés, maigres et prêts à retourner à la civilisation parisienne. Quand ils sont arrivés sur le port, ils ont trouvé Tancrède en train de discuter fioul et marée avec un capitaine, carnet à la main, riant aux éclats. Il portait un jean sale et un pull en laine, il avait pris du muscle, il était tanné. Il avait l'air d'un homme. Clarisse sortait de l'usine. Elle retira ses gants et sa charlotte. « Ma chérie », s'écria ma mère en courant vers elle. « Oh mon Dieu, regarde tes mains. C'est fini, on rentre à Paris. Ton père a trouvé un petit appartement, tu pourras te reposer. » Clarisse recula doucement. « Maman, arrête, dit-elle calmement. Quoi ? Je ne rentre pas à Paris. » Le silence tomba. Basile et moi échangeâmes un regard surpris. Nous n'étions pas au courant. « Qu'est-ce que tu racontes ? demanda mon père. Tu as purgé ta peine. Tu ne vas pas rester ici à vider des poissons. Non, sourit Clarisse. Je ne vais plus vider des poissons. Mais je ne vais pas non plus retourner passer mes après-midi à boire du thé et à médire sur les autres. J'ai un projet. Elle se tourna vers Basile. Basile, j'ai remarqué qu'il n'y a aucun endroit correct sur le port pour manger des fruits de mer ultra frais, cuisinés simplement, pour les touristes et les locaux. Je veux ouvrir un restaurant. Ici, la table du pêcheur. Je veux utiliser tes produits. Je veux travailler. Tancrède s'avança à son tour. Il regarda Basile droit dans les yeux. Basile, je sais que je ne suis pas le meilleur mécanicien du monde. Mais j'ai compris comment fonctionne ta logistique. Je peux t'aider à réduire tes coûts de transport de 15%. Je ne veux plus toucher à la bourse. Je veux un vrai travail. Si tu veux bien de moi. Basile resta silencieux un long moment. Il scrutait leur visage, cherchant la moindre trace de l'ancienne arrogance. Il ne vit que de la détermination et, enfin, de l'humilité. Il tendit sa main rugueuse à Tancrède. Le poste de responsable logistique est libre. Mais tu commences à 6 heures du matin, pas 9 heures. Tancrède serra la main fermement. Je serai là à 5h30. Puis Basile regarda Clarisse. Pour le restaurant, l'ancien local de la capitainerie est vide. Le loyer sera modéré, mais tu me paieras chaque centime. Pas de faveur. Je ne veux pas de faveur, répondit Clarisse. Je veux juste une chance. Mes parents étaient abasourdis. Ils ne reconnaissaient plus leurs enfants. Et pour la première fois, ils me regardèrent, moi, Odile, non plus comme la brebis galeuse, mais comme celle qui avait eu raison depuis le début. 1 an a passé depuis cette décision. Aujourd'hui, la table du pêcheur est le restaurant le plus prisé de la côte. Clarisse y travaille 12 heures par jour. Elle sent toujours un peu le poisson et l'ail, mais elle n'a jamais semblé aussi heureuse. Elle a jeté ses fossiles. Elle rit fort. Elle est devenue ma sœur, ma vraie sœur, pas l'étrangère pain-bêche que je connaissais. Tancrède est devenu le bras droit logistique de Basile. Il est toujours aussi doué avec les chiffres, mais il utilise son don pour construire, pas pour parier. Il a remboursé une partie de sa dette envers Basile, euro par euro, avec fierté. Quant à moi, je suis enceinte de 6 mois. Hier soir, nous étions tous réunis sur la terrasse de mon restaurant préféré, celui de ma sœur. Le soleil se couchait sur l'océan, teignant le ciel de pourpre et d'or. Clarisse s'est assise près de moi, essuyant ses mains sur son tablier. Elle a regardé Basile, qui jouait avec ses neveux, les enfants de mon cousin, un peu plus loin. Tu sais, m'a-t-elle dit doucement. L'autre jour, une cliente parisienne est entrée. Elle a fait une grimace en sentant l'odeur du porc. Elle a dit « ça sent fort ici, point ». Et qu'est-ce que tu as dit, demandai-je. Clarisse a souri, un sourire radieux. Je lui ai dit « Madame, ce n'est pas une mauvaise odeur. C'est l'odeur du courage. C'est l'odeur de la vie. Et si vous ne pouvez pas la respecter, il y a une sandwicherie sous vide à 10 km d'ici, point. » Nous avons éclaté de rire toutes les deux. Mon mari, le « pêcheur puant », a sauvé ma famille. Non pas avec son argent même si cela a aidé, mais avec ses valeurs. Il leur a appris que la dignité ne s'achète pas chez Hermès. Elle se gagne, jour après jour, les mains dans le cambouis ou dans les entrailles de poisson. Je regarde mes mains, posées sur mon ventre rond.
Je regarde les mains de Basile. Je regarde les mains de Clarisse, abîmées mais utiles. Il n'y a pas de honte à sentir la sueur ou la marée. La seule véritable mauvaise odeur, celle qui ne part jamais, c'est celle du mépris et de l'arrogance. Et heureusement, le vent de l'Atlantique a fini par chasser cette odeur de notre famille pour toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et vous? Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence ou votre métier par des gens qui se croyaient supérieurs? Ou peut-être avez-vous vu quelqu'un changer radicalement après une épreuve? J'aimerais vraiment lire vos expériences. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et partagez-la. Parfois, il faut toucher le fond pour mieux remonter. Abonnez-vous pour d'autres histoires de vie, vraies et sans filtre. À bientôt.